Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Nous parlons aujourd'hui de cette étape importante dans le développement de l'enfant, précisément la transition de l'enfance à l'adulte, le mélange d'hormones, et quand ça arrive, eh bien, c'est compliqué chez les enfants. Bref, nous parlons de la puberté. Vous avez certainement compris cela, nous parlons de la puberté, surtout comment bien gérer cette phase de la vie de l'enfant parce que vous savez, il y a des parents qui n'arrivent pas réellement à pouvoir gérer les enfants quand ils sont dans cette phase importante de leur vie. Et quand c'est mal fait, eh bien, le drame arrive très vite. On n'arrive plus à jouer son rôle de parent. Mesdames et messieurs, comment donc bien faire de cette gestion? C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Nous aurons sur ce plateau quelqu'un qui va nous raconter un peu comment cette étape a été pour elle. Elle a donné du fil à retordre aux parents. Comment ça s'est passé concrètement? Vous allez l'entendre et nous aurons deux parents sur ce plateau également. Allez, je vais vous les présenter. Je suis avec mademoiselle Vicencia Bakpevi. Elle est étudiante en sciences juridiques. Bonjour à vous, mademoiselle. Bonjour madame la journaliste. Vous allez bien? Très bien. Et la formation, ça se passe bien? Oui. Vous êtes à la faculté, c'est ça? Oui. À la faculté, d'accord. Je suis aujourd'hui avec madame Victorine Aoukou. Elle est évidemment mère de famille, donc parent et également évangéliste. Bonjour Madame Aoukou. Oui, bonjour madame, comment allez-vous? Moi ça va et vous? Ça va bien. Et les brebis? Oui, ça va. Le Seigneur s'en charge. Ah, c'est pas vous? Non, c'est lui qui le fait au travers de nous. Ah d'accord. Oui. Okay. En complémentarité donc? Oui. D'accord. André Alirono, ce sujet appelle forcément un psychologue. Bonjour à vous. Bonjour Angèle, bonjour le plateau et bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'être là encore une fois ce matin, mesdames et messieurs. Évidemment, vous pouvez faire le débat avec nous, raconter un peu comment l'expérience chez vous a été, comment vous avez pu gérer cela. Ça nous intéresse. Merci d'interagir avec nous. Alors, Vicencia, pourquoi vous avez choisi les sciences juridiques? Bon, c'est suite à une orientation que j'ai fini par choisir le droit. D'accord. Aujourd'hui, vous avez quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans. D'accord. Vous allez nous raconter un peu comment ça s'est passé tout à l'heure. Alors, quelles sont, je vais commencer par là, les définitions possibles que vous, psychologue, vous pouvez donner à la puberté? Waouh, question difficile parce que déjà sur la question puberté, adolescence, vous voyez, scientifiquement, c'est vrai qu'il y a un consensus, mais il y a plusieurs écoles. Donc, expliquer, pour ne pas dire, à la population dans un langage un peu plus simplifié devient une tâche un peu difficile. Mais il faut comprendre tout simplement que on ne s'entend pas encore sur même l'aspect physique, c'est-à-dire l'âge. Ce sur quoi on est tous unanimes, et quelle que soit la race, le continent, tout, on sait que un moment de ta vie, il y a des changements physiologiques qui vont apparaître. Changement de voix, changement de taille, de morphologie, apparition des poils, etc., etc. Et même au niveau hormonal, c'est-à-dire dans ton corps, il va y avoir des changements. Que ce soit homme ou femme, on est unanime dessus. Maintenant, l'âge, certains vont dire, il y a la prépuberté, il y a la puberté, il y a l'adolescence. On mélange beaucoup de choses. Il faut comprendre tout simplement qu'il y a une transition entre la phase, vous êtes né, on est embryon, on vient bébé, on est, on dit bébé, enfant, mais passer enfant à l'âge adulte, il y a une transition. C'est cette transition-là que certains mettent dans le lot de... Ils vont scinder encore, ils vont dire
Pré-puberté, puberté, adolescence. Donc tout ça mis ensemble, tous ces changements, sans forcément les scinder en petites séquences là, c'est de ça qu'il s'agit ici. Cette phase où l'enfant, si je peux expliquer pour que les gens puissent comprendre le plus simplement, où l'enfant, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore au niveau légal 18 ans révolu, si son pays reconnaît que c'est à 18 ans qu'on devient adulte, celui qui n'a pas encore cet âge-là, il n'est plus dans la communauté, il n'est pas accepté au niveau comportemental comme enfant. On dit, tu es déjà grand. Quand on commence par lui dire, tu n'es plus un enfant. Pourquoi tu fais les choses comme ça? C'est-à-dire, on reconnaît qu'il a une certaine expérience, une certaine maturité. Mais en même temps, on ne veut pas l'autoriser à dire, tu dois te marier, tu dois faire les enfants, tu dois aller construire ta maison parce que tu es encore un enfant, tu ne peux pas encore rouler un véhicule, tu ne peux pas encore te marier, tu ne peux pas encore avoir des enfants. Mais en même temps, à ce même individu, on lui dit, tu n'es plus un enfant pour faire ci, pour faire ça, pour faire ci. Donc, c'est à cette période-là où on ne te reconnaît pas enfant pour certaines choses, où on ne te reconnaît pas adulte pour d'autres choses. C'est cette période que nous appelons période d'ambivalence, période de curiosité, où l'individu cherche à comprendre le monde autour de lui. Parce qu'il ne sait pas où être. On l'accepte ici, quand ça arrange, on le rejette là, quand ça arrange, et lui, il est dans cette ambivalence-là. Je suis qui en fait? Je ne suis pas enfant, je ne suis pas adulte. Qui suis-je? Je suis un adolescent. Et je suis un adolescent, c'est-à-dire, comme l'a dit l'autre, j'ai de la vigueur, j'ai du dynamisme, et j'ai de la vie en moi. Et il y a beaucoup d'énergie à dépenser. Et du coup, comme vous savez, ou vous me dites que je ne suis pas enfant, je ne suis plus enfant, c'est-à-dire que j'ai une capacité de réflexion au-dessus de la capacité des enfants. Je ne suis pas encore adulte, donc avant d'arriver là-bas, laissez-moi faire mes expériences. J'ai la possibilité de prendre des décisions moi-même là. Et donc, c'est ce moment, cette phase, j'ai envie de dire conflictuelle, au niveau de l'individu lui-même, parce que ça fait beaucoup de conflits. Maintenant, l'ampleur, la profondeur des conflits dépend du milieu, de l'environnement de vie de l'individu. Le conflit, peut-être, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Pour permettre à madame, vous avez des enfants. Comment avez-vous vécu cette période? Je ne sais pas s'ils ont déjà atteint cet âge. Hein. Oui. Voilà. Comment vous avez vécu cette période ou cette phase avec eux? Comment avez-vous géré? Au fait, la première chose que nous devons comprendre est que chaque enfant avec sa particularité. Et tous les enfants ne présentent pas les mêmes symptômes, tous les enfants ne présentent pas les mêmes caractéristiques, tous les enfants n'ont pas le même caractère en général. Et si nous prenons, en tout cas je viens contextualiser cela dans la vie de mes enfants, l'aîné à l'âge de la puberté, je vais dire, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai appris à suivre les enfants déjà même avant que l'enfant ne commence pas à développer les signes. Parce que si nous attendons de voir les signes de la puberté avant de prendre conscience que l'enfant va arriver là, ça va nous échapper. Donc souvent, c'est de devancer la conscience de l'enfant. Quand à chaque fois nous analysons nos enfants et nous devançons les comportements, nous devançons les caractéristiques de la puberté chez l'enfant, cela ne nous échappe plus souvent. Donc, chaque enfant, je l'étudie, je vois qu'à tel âge, si je ne prends pas telle précaution, à tel âge, l'enfant là va commencer par faire ceci. Et quand je suis prévoyante dessus, je crois que j'anticipe et ça marche. Tous mes enfants, je crois, la dernière est toujours en l'âge de la puberté, mais c'est apaisant. D'accord. Ils ont commencé tôt ou tard, parce qu'on parle de puberté précoce, puberté tardive également. Oui, il y a des pubertés précoces. Et, disons, ma dernière fille, par exemple, a vite démarré la puberté. Et je l'ai déjà su à 16-6 ans déjà. J'ai compris que cette
fille va développer très vite la puberté parce que déjà à 6 ans, si vous voyez le bout de ses seins, ça a déjà une forme bizarre. 6 ans, hein? Oui, ça a déjà une forme, le bout de ses seins a déjà formé. Et on se posait la question pour dire, mais est-ce que ce n'est pas la puberté qui est en train de se préparer? Et déjà, même sa curiosité, ses questions, c'est une fille qui a la liberté d'expression déjà tout petite. Donc, quand elle commence par parler, on voit qu'à celle-là, elle a commencé par développer une curiosité de plus. Et là, trop tôt, on a su et c'est apaisant. 6 ans. Vraiment apaisant. Voilà. Du courage, hein. Vicentia, alors raconte-nous toi ton expérience. Comment ça s'est passé? Ça s'est déclenché quand? À quel âge? Je dirais à l'âge de 18 ans, quand j'ai commencé la première année. À 18 ans? Oui. D'accord. Donc tu étais enfant jusqu'à 18 ans? Waouh. L'âge censé être la majorité quand même. Hein. Non, ok, oui, je te laisse raconter ton expérience. En temps normal, c'est quand on était au cours secondaire, on constatait ça, la puberté, on commençait par développer, on voyait les symptômes de la puberté. Mais moi, en ce temps-là, j'étais plus calme parce que personne ne bavardait en disant ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est quand j'ai commencé la première année que ça a vraiment commencé parce que ce que les autres faisaient au dehors, j'avais envie de reproduire ça. Comme quoi? La manière de s'habiller. Je voulais m'habiller courte et sexy. Bien exhiber ma poitrine, mon derrière et tout. Et quand je voulais même aller à l'UAC, je me forçais de porter des habits qui pouvaient attirer l'attention. Ça a commencé par parler à la maison, ne porte pas ci, ne porte pas ça. Et c'est en ce temps-là, moi, je commençais par défier les parents à la maison que c'est ça que je vais porter. Alors, quand j'étais au secondaire, si on me disait ne fais pas ça, c'est que je ne fais pas et c'est fini. Et là, maintenant, je m'entête. Quand on me dit ne fais pas, moi, je m'entête. Et ce qui est dans ma tête, et ça, Cet entêtement est dû à quoi? Peut-être à ton âge, tu estimais être déjà adulte, vu que tu avais 18 ans, et surtout que tu étais déjà à l'université. Oui. C'est cela, hein? Toi, ton défi était ce niveau déjà arrivé. Oui. D'accord. J'avais parlé de l'habillement, la liberté de sortir et de venir. Je ne demande pas la permission. Peut-être je demande la permission et j'étais censée à ce qu'on me dise oui, vas-y, je peux passer... je peux rentrer tard à la maison. C'est ce que je me disais, mais à ma grande surprise, c'était pas ça. Donc, tu as déchanté très vite. D'accord, oui. Continue. Oui, l'habillement, la liberté d'aller et de venir. Et ensuite, cette indépendance d'être... je ne veux pas qui est les parents à chaque fois derrière moi. Je voulais être libre, quoi, indépendante, genre être... me prendre en charge, quoi. Oh, j'avais pas... De quoi te prendre en charge? Oui. Pourtant, tu voulais te prendre en charge. D'accord. Oui. Ok. Donc, disons en gros, c'est ce qui m'a... c'est ce qui était le plus... visible concernant ma puberté. D'accord. Tu ramenais des garçons à la maison? Non. Ça c'était Catherine. Ok, d'accord. Oui, mais quand même, ils venaient me déposer à la maison. Ils venaient te déposer à la maison. Je ne peux pas marcher de calavier à la maison. Ok. D'accord. Alors, comment ça a été la première expérience des règles? Comment c'est arrivé? Est-ce que tu t'attendais à cela? Et quand c'est arrivé, ça fait plusieurs questions à la fois quand même. Comment ça a été géré? Est-ce que tu t'attendais déjà à cela? Non. C'était à quel âge? C'était toujours 18 ans? Non, j'étais en quatrième. J'étais en quatrième quand j'ai eu mes premières règles. Je ne savais même pas parce que j'étais tombée gravement malade. Je pensais que c'était le palu. Je ne savais pas qu'il y avait un truc du genre qui arrivait. J'entendais parler de ça, mais moi, ça ne me disait rien. J'étais malade. Je pensais que c'était le palu. Quand un matin, je me réveille, je vois du sang. Je dis à maman que... j'ai eu du sang. Parce que mémé me disait déjà que elle, c'est les règles. Je dis, très tôt, on ne veut pas. Hein. C'était dans ma tête. Mais tu ne veux pas comment? Mais quand même, je ne tenais pas ça à cœur. Et quand le matin, j'ai eu ça, j'ai dit à mon maman que c'est comme ça, j'ai eu mes menstrues. Et dans la maison, il y avait assez de femmes.
Ok. Donc, quand j'ai fini de parler de dire ça à maman, j'étais partie voir maintenant, je lui ai dit que ce qu'elle m'avait dit, c'était réellement ça, hein, que j'ai me monstruer. Et en même temps, elle m'a dit que tu t'approches pas des garçons. Dans ma tête, ne t'approche pas des garçons, genre, on te touche pas, tu ne parles pas avec eux. Et j'ai dit, je suis obligée de parler avec mes camarades en classe. Et c'est là, il y a une de mes tantes qui a dit, pas que tu seras leur ennemi, vous allez parler, mais n'allez pas, mais que personne ne te touche. Quand on me dit toucher, je me dis, c'est seulement le toucher comme ça, et bim, je suis enceinte. Ah, ok. Après ça, Mais on ne t'a pas dit que c'est toucher en réalité, c'est aller au sexe. Personne ne te l'a dit en ce temps-là. D'accord. Sur tout moment, elle me disait que si jamais je touche un garçon, viens parler toi avec un garçon, que c'est fini. C'est pour que moi. c'est grossesse au fait. Le garçon te touche direct. C'est grossesse. Ok, d'accord. Elle m'avait fait peur ici quand mes tantes ont finalement expliqué la situation. J'ai dit ok, d'accord. Ok, d'accord. Et après cela, Après cela, c'est devenu régulier. Oui, au début, je ne m'habituais pas parce que ça m'énervait chaque mois. Prof. Mais avec le temps, ok. Qu'est-ce qui t'énervait dedans? Pardon. Qu'est-ce qui t'énervait dedans en fait? Chaque mois, tu peux plus être libre. D'accord. C'est ça. Ok. Maintenant, ton indépendance, toi, tu mets quel contenu dans ton indépendance? Quand je dis indépendance, premièrement, quand je dis je vais faire quelque chose, qu'on me laisse faire ce que je pense, au lieu de me... Quand je dis je vais faire quelque chose, qu'on me laisse faire ça d'abord. Mais quand je dis je veux faire ci, eux, ils voient déjà le danger, ils disent tu ne peux pas faire. Moi, je n'avais pas compris ça dans ce sens. Donc, quand je dis je veux faire ci, je veux faire ça, mes camarades ont fait ci, ils ont fait ça. Moi aussi, je veux reproduire. On me dit non, non, non. Donc, quand je dis indépendance d'abord, c'est ça. Deuxième chose, parlons d'indépendance. Je voulais à tout prix avoir quelque chose. Commencer par travailler, quoi. Rester à mes propres En fait, frais. tu voulais plus sentir les parents. Enfin, pas même Plus tendre la main. plus même les voir en peinture parce que en fait, tu les vois comme un frein à ton développement ou à ton épanouissement qui est dans ta tête. Oui, c'est ce que je pensais en ce temps-là. Ok. Ah ouais, ça a changé maintenant. Oui. Tu penses plus pareil. Ok, d'accord. Mais quand les enfants ont cette impression qu'elle a bien expliqué, Madame Aoukou, comment vous vous en sortez en tant que parent? Comment arrivez-vous à les canaliser? Parce qu'il y en a des cas vécus qui sont sur table actuellement. Les parents parlent, mais c'est ce que l'enfant veut effectivement qu'il fait. Et puis bon, voilà, les dégâts sont là. Au fait, la vérité, c'est que le parent qui n'a pas été éduqué pour éduquer les enfants font beaucoup d'erreurs, comme ce qu'elle vient de dire par rapport à ses premières règles et tout. C'est que quand les parents gardent la vérité et servent une partie de la vérité à l'adolescent, c'est un danger. J'ai eu un cas où la maman n'a jamais parlé de menstruer à son enfant. Et voilà, à 10 ans, l'enfant était un peu fiévreux et couché sur un lit. Et les maux de ventre violents ont commencé. Elle a commencé par avoir maux de bas-ventre et puis le sang a commencé par couler. L'enfant pensait qu'elle allait mourir. Et l'enfant criait, ce n'était pas la douleur qui faisait crier l'enfant, mais la peur de mourir suite au sang qu'elle est en train de voir. Elle pensait que qu'elle était en train de saigner et anormalement, ou c'était l'hémorragie, un truc grave. Donc l'enfant criait, l'enfant pleurait. Elle n'arrivait même plus à s'exprimer, elle n'arrivait même plus à dire ce qui se passait. Donc d'urgence, on l'a transporté à l'hôpital et c'est à l'hôpital ils ont vu que ce sont les premières règles que l'enfant a eues. Si la maman avait eu le temps de devancer ce fait, je crois que l'enfant ne serait pas aussi traumatisé. Et figurez-vous que cet enfant, plus tard, s'est enfermé dans la peur. Et l'enfant ne voit pas le sang. N'importe où l'enfant voit le sang, l'enfant commence par avoir un comportement bizarre, l'enfant commence par être traumatisé à un point où
c'est de question en question qu'on a compris que cet enfant a été enfermé dans cette peur depuis sa puberté. Donc, c'est des choses que les parents doivent s'éduquer pour pouvoir éduquer les enfants. Des pubertés, l'âge puberte qui peut même être retardé, peut amener un parent à plus conscientiser son enfant. Et quand ça va arriver, l'enfant, d'abord, il y a deux choses qui se passent dans la psychologie de l'enfant ou bien à l'intérieur de l'enfant. Psychologiquement, l'enfant se développe et il y a des changements dans sa tête. L'enfant est confronté à ces questions. Qu'est-ce qui se passe en moi? Quelle est cette sensation que je suis en train d'avoir? Je me sens vraiment bizarre, je me sens étrange. Suite à ça, son corps aussi, voilà qu'il y a eu de changements. L'enfant est confronté à ce changement physique. Donc, deux changements, déjà psychologiques, déjà physiques, amènent l'enfant à un traumatisme, amènent l'enfant à beaucoup de questions, amènent l'enfant à beaucoup de réactions. Et ce qui doit être la réaction des parents, c'est de les faire asseoir, de discuter avec l'enfant, de lui dire, de rassurer l'enfant pour dire, l'âge que tu es en train d'avoir, tu peux avoir des comportements, ce n'est pas un problème. Ça arrive à tout le monde, que ce soit garçon ou fille. Souvent on s'attarde sur les filles, mais les garçons aussi ont leur façon de gérer leur puberté. Et souvent on les néglige, on les abandonne, on les oublie parce que la peur d'attraper grossesse là n'est pas là pour le parent. Donc, c'est plus facile pour le parent de banaliser la puberté de l'enfant, qui peut aussi causer beaucoup d'autres choses plus graves que attraper une grossesse par exemple. Donc, pour un parent qui se confronte à l'indépendance mentale de l'enfant, parce que ça se passe dans sa tête. L'enfant ne veut plus, l'enfant sent déjà que il ou elle est déjà majeur. Ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant l'amène à dire, j'ai déjà grandi, je suis déjà en train de devenir adulte. Pourquoi on me traite comme enfant? Je ne suis plus enfant. Et sa réaction démontre ça des fois. Et quand c'est comme ça, le parent doit conscientiser cet enfant-là pour dire, ah, ce que tu es en train d'avoir, ça ne veut pas dire que tu es déjà adulte, tu es en chemin pour devenir adulte. Et si cette phase-là, tu ne te prépares pas bien, ça va peser sur ta vie adulte demain. C'est vraiment capital pour que les parents aussi s'éduquent pour pouvoir accompagner leurs enfants dans cette phase-là. D'accord. Oui, André Alirono, est-ce qu'il faut être vraiment sur le dos des enfants en cette période-là? Même si l'enfant ne voudrait pas qu'on soit sur le dos. Non, c'est pas ce qui est conseillé, pas du tout. En psychologie, ce n'est pas ce que nous conseillons. Au contraire, c'est une période où une période obligatoire est nécessaire pour l'enfant de se réaliser à travers ses propres expériences. Ce n'est pas en étant sur son dos. Plus vous êtes sur son dos, plus vous allez devenir une charge un peu trop lourde. Et ça va raviver ces conflits. Et ça va raviver son opposition. Mais ce n'est pas aussi un risque de le laisser un peu trop... Non, ce que je vais dire, je vais en venir, okay. C'est que c'est une période où il faut faire confiance à votre enfant. Madame Aoko l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas la puberté que vous allez devenir des meilleurs parents. Vous avez eu tout le temps depuis son enfance pour le préparer à ça. Ce n'est pas arrivé là maintenant que vous allez lui apprendre ou fixer des heures de sortie, de temps. Ça ne va pas rentrer. Et donc, il ne faut pas vouloir rattraper son retard éducationnel ou relationnel ou communicationnel avec son enfant à cette période-là. C'est le danger, c'est l'erreur que nous, parents, souvent nous commettons. Parce qu'on se dit, ça c'est la période dangereuse. Mais tu savais ça avant sa naissance. Et depuis son enfance, on n'est jamais assez près. Depuis son enfance, non. Ce que je dis, c'est que il faut savoir reconnaître ses responsabilités et faire confiance au bagage éducationnel que vous avez donné à vos enfants. Ça me permet de dire tout simplement quoi. Sur le plan physiologique, que vous le vouliez ou non, les signes vont venir. Les changements vont venir. On va parler de retard ou de précocité. Oui, quand les organes, certaines hormones vont mûrir, des choses vont se mettre en place sans aucun problème. Mais sur le plan psychologique, comportemental, c'est là que tout se joue en fait. Et à travers le témoignage de Vicentia, maintenant on a vu que à 18 ans, elle n'était pas encore adulte. Je peux dire, c'est à partir de 20 ans
qu'elle a commencé par avoir les réactions que la loi attend de nous à 18 ans. La responsabilité. Sa responsabilité. Pour maintenant, autour de 21, 22 ans, là, commencer par se stabiliser. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, juste pour comprendre que sur le plan psychologique, vous allez voir la puberté. En fait, c'est pas, vous ne pouvez pas fixer ça dans un délai et penser qu'à cette période-là, l'enfant doit. Donc, il vient d'avoir, je commence par lui impliquer si ça. Il faut pouvoir faire confiance à son enfant en mettant en place très tôt un climat de confiance entre vous et l'enfant. Parce que ce qui se passe à la puberté ou à l'adolescence, c'est que l'enfant veut confronter tout le bagage éducationnel que vous lui aviez donné à la maison avec ce qu'il voit dehors. Et si on a bien suivi l'exemple de Vicente, ça parlait de ce que mes camarades font. Et elle a l'information. Les camarades le font sans problème. Ça ne leur cause pas de problème. Et pourquoi à la maison on lui dit que c'est pas bon à faire? Alors qu'elle voit que ça se fait et ça ne cause aucun problème. Et c'est aussi des parents que ceux-là ont. Aussi. Ouais. Pourquoi elle, ses parents? Donc, c'est en ce moment-là, vous mettez votre enfant en confiance pour qu'il sache que ce que vous lui dites a une valeur énorme. Et cette valeur-là, l'a toujours accompagné si bien que ce qu'elle voit dehors, c'est pas tout qu'il faut produire. Et à elle de tirer le meilleur de ce qu'elle voit dehors et elle fait la part comme elle est en train de le faire aujourd'hui. Et puis, ça va passer. Mais ça, c'est pas quand elle va commencer, vous allez commencer par dire non. Au finish, elle a dit, je voulais être indépendante. Le désir d'être indépendant va primer et il va claquer la porte. La loi lui en donne le pouvoir à 18 ans d'aller se mettre avec un camarade, avec une camarade, de dire on loue une chambre, on va se débrouiller, basta les études. Pour l'instant, ça va amener plein de décisions et la loi donne le pouvoir à l'enfant de le faire. Donc, certains parents vont dire, il est devenu capricieux, plus capricieux, il a suivi la route, il a fait. Non, c'est parce que vous n'avez pas su tenir votre place en ce moment. Oh, André, je sais pas, un peu trop à charge. Non, c'est pas, il faut dire les choses telles qu'elles sont, même si ça va faire mal sur le champ tout de suite, que les gens comprennent. En fait, quand je dis ça, c'est que il vous a senti en ce moment trop envahissant. Et pour éviter le conflit, puisque vous êtes parents quand même, il préfère quitter le champ conflictuel en sortant de la maison, en craquant la porte. Et l'idéal ou la maturité nous demande, nos parents, de revenir, de reprendre l'enfant, de concéder des pouvoirs. Et c'est là que ça se passe. Vous savez très bien que ce que votre enfant veut faire, je prends encore toujours un vice, excuse-moi, mais elle veut porter des jupes courtes. Qu'elle porte des jupes courtes. Vous voulez sortir avec elle? Qu'elle porte des jupes courtes. Elle veut porter des jupes courtes. Qu'elle porte des jupes courtes, elle veut sortir. Prenez la peine de elle veut porter sa jupe. Non, ce que j'ai dit, prenez la peine de la déposer. Ne prenez pas le véhicule, prenez la moto. Elle va voir que c'est pas adapté. C'est pas vrai, effectivement. Elle va commencer à tirer ça. Elle va tirer. Elle va voir que c'est pas adapté. Et puis bon, donc, mais tu allais quelque part, non? Tu n'as pas pensé au trajet, au transport. Les gars, elle va prendre un foulard. Elle va prendre un foulard, mais c'est pas grave. Mais ça dérange toujours. Et ce que vous aviez pris, vous lui avez appris un temps, il faut être à l'aise dans ton corps à tout moment. Est-ce que là maintenant tu es à l'aise? Est-ce que c'est adapté pour sortir? Et vous profitez de ces occasions pour la ramener. Comme ça, elle va comprendre que c'est pas en provoquant. Elle n'a pas besoin de ça pour provoquer les gens ou pour se rendre belle, pour se séduire. Elle a bien dit, je vais exhiber mes parties. Absolument. Ma poitrine, mes fesses et tout ça. Et c'est normal pour une jeune fille, pour un jeune homme. Je suis devenu, il veut sortir savoir, il veut qu'on voit ses muscles. Donc, il va commencer par porter des choses pour montrer ses muscles et tout ça. Mais quand c'est comme ça, nous parents, on rentre tout, on veut faire passer notre voix. Alors que là, c'est pas notre voix qui passe. Parce qu'à ce qui paraît, il n'y a pas de capitaine dans un même bateau. Mais en ce moment, c'est lui le capitaine, parce que c'est son bateau. C'est pas votre bateau. Il a un bateau dans mon bateau. Non. Son bateau navigue sur ma mer. C'est son bateau. C'est son adolescence, pas votre adolescence. On ne parle pas de votre maison, de votre responsabilité parentale. On parle de son adolescence. Et c'est ça l'erreur qu'on fait, parce qu'on se dit, il est encore sous mon toit.
D'accord, ça là, il va pas lui, c'est normal. Il est encore ton enfant, il est sous ton toit. Oui, il est sous mais c'est ta son maison. adolescence, et c'est de son adolescence qu'il s'agit, pas de ton domicile. On ne parle pas de ton domicile. Je sais pas, je l'ai dit ici une fois, quand ma fille me disait, est-ce que je peux me tatouer? J'ai dit, pas de problème. C'est ton corps, tu fais ce que tu veux avec. Je ne vais pas te... Puisqu'elle a déjà 20 ans, tu peux te tatouer. Est-ce que je peux me percer les oreilles 4 fois, 5 fois? C'est ton corps, tu le fais, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que je peux rentrer à la maison avec? Parce que c'est ça. Est-ce que je peux rentrer ici avec tout ça? Comme tu dis, ce n'est pas un problème. Bon, si c'est pour rentrer ici, je pensais que quand tu seras dehors, chez toi, que tu vas faire tout ça. Là, je n'ai aucun mot à dire dessus. Mais si c'est pour rentrer ici, toi-même, tu sais. Quand on te pèse tu prends un foulard, tu mets la chair qu'on a enlevée dedans. En rentrant, tu refermes, tu rentres. Ah, de refermer? Oui. Mais on s'est compris tout de suite. Et sa réponse était, mais il fallait me dire non. J'ai dit, pourquoi elle te dit non? C'est ton corps, c'est pas mon corps tu veux percer, c'est pas mon corps tu veux tatouer. Donc je n'ai pas de décision dessus. Maintenant, si tu me demandes conseil, c'est pour voir si c'est bon ou mauvais. Moi je te dis, c'est toi qui décides. Maintenant, si tu veux qu'on partage notre espace à nous deux, là, il va falloir qu'on s'entende dessus. Parce que jusqu'ici, c'est encore moi qui paye ma maison. Mais est-ce que c'est pas dangereux, justement, cette partie-là, André, quand on dit à l'enfant, ici, c'est pas chez vous, c'est pas chez toi, si tu veux faire ça, c'est dehors. Est-ce que ça va pas inciter l'enfant à aller dehors? Non, ça dépend de la manière. Ça dépend de la manière. Et c'est en fait, quand vous aviez trop interdit, c'est-à-dire quand vous ne montrez pas la valeur, la plus-value à l'enfant et que l'enfant pense que vous refusez tout ici, mais dehors vous n'avez aucun pouvoir, vous ne surveillez rien, vous n'êtes pas avec lui. Parce qu'en fait, être parent, c'est pas suivre l'enfant partout où il se passe, mais vous êtes avec lui quand même. C'est ce que je suis en train de dire. Le capital confiance que vous inculquez à votre enfant fait que quel que soit l'endroit où il sera, il va penser, il va toujours faire la comparaison. L'adolescence, en fait, c'est ce que ça a de merveilleux, ça. L'enfant, il voit, il veut faire comme il est curieux, mais il a un repère. Et le repère, c'est le capital familial qui est son repère. À la maison, voici ce qu'on m'a dit. Voici ce que je vois dehors. Qu'est-ce qui est bon à faire là? Et là, il positionne sa capacité. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce qui me correspond? Et soyez sûr, il reviendra toujours à ce qui est mieux pour lui. Non pas ce que vous aviez dit de bon. Non pas ce qu'il a vu de bon, mais ce qui serait mieux pour lui. Et il peut revenir vous éduquer sur certaines choses en disant, papa, mais tu sais qu'il y a tel. À un moment, tu sais que telle chose que tu avais dite là, c'est pas trop. Moi, j'ai fait l'expérience, mais on a pu ça. Et comme ça, vous échangez. Maintenant, tu dis, ah là, toi, tu as eu la chance. Moi, quand j'avais fait l'expérience, c'était comme ci, c'était comme ça. Et comme ça, il comprend que lui, il a eu la chance de faire cette belle expérience, mais il peut avoir... Le jour où il sera confronté à une expérience moins, je vais dire, moins heureuse, il va dire, attention, quelqu'un m'en a déjà parlé. Et ça le met plus en confiance pour affronter la vie, en fait. Mais quand vous ne lui présentez que, comme dans le cas, elle a dit tout à l'heure, si tu touches un garçon, elle voit des camarades qui touchent des garçons. Et qui ne sont pas ensemble. Qui main sur la main. Elle a fait tout le temps pendant son cursus secondaire. Bon, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, le sang commence à couler de mes fesses que, de mes cuisses, et si je touche garçon automatiquement, ça devient grossesse. C'est une élève, en plus université, elle va réfléchir, elle va dire, mais qu'est-ce que maman raconte? Est-ce qu'elle va accorder du crédit à ce que vous dites en ce moment? Et heureusement, elle a eu la chance d'avoir des tantes qui lui disent, c'est pas tout à fait cela. Si tu vas au CES avec, on ne te dit pas de faire un blackout de tous tes amis, garçons et tout ça. Et si vous aviez malheureusement une fille qui est plus à l'aise, épanouie en compagnie des garçons que des filles, que vous lui dites, tu es devenu pubère, tu ne dois plus avoir d'amis garçons et tout ça, alors que tout son monde, c'est des garçons, mais avec une relation saine, vous voyez le conflit que vous allez créer en elle. D'accord. Alors, venons au conflit, justement, conflit parents-enfants. Est-ce que c'est de la mauvaise gestion, Madame Maoku, quand l'enfant
est, je vais dire, parle mal à son parent et interdit même à son père ou à sa mère de chercher à voir clair dans ce qu'elle fait. De rentrer dans ses affaires. Est-ce de la mauvaise gestion ou bien c'est dans le normal des choses? Je vais parler vulgairement. C'est vraiment la mauvaise gestion. Parce que chez moi, on dit, et là, les parents, beaucoup de parents font cette erreur-là pour ne pas devenir amis avec leur enfant depuis bas âge. Nous cajolons les enfants, nous rapprochons plus des enfants de 0 à 5 ans parce qu'on les considère comme fragiles. Surtout quand les a eu peut-être au soir de notre vie. Oui, ça c'est même dramatique. Il y a beaucoup qui font plus d'attention à leurs enfants parce que là, ils sont plus obéissants. De 0 à 5 ans que après 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est comme si on les largue, on les néglige, on se décharge d'eux. Ce qui est très grave. Parce que autant que le bébé est fragile, c'est autant que l'enfant pubère est vraiment fragile. Chaque étape de l'enfance est vraiment fragile. Et quand il faut attendre la réaction d'abord, on aura de réaction pire. Parce que les enfants aujourd'hui, ce n'est pas les enfants que nos parents ont été ou bien nous avons été. Mais il y a beaucoup de parents même qui amènent des contextes antérieurs dans le présent pour dire « en notre temps, ce n'était pas ça ». En notre temps, on ne faisait pas ça. Non, les temps n'ont pas changé, mais les circonstances ont changé. Aujourd'hui, l'enfant que nous mettons au monde aujourd'hui a l'accès au téléphone, a l'accès à l'Internet, a l'accès à la télévision et tout. Alors qu'entre-temps, tous les enfants n'ont pas accès et l'éducation était basée sur ce que papa et maman seuls ont dit. Aujourd'hui, l'enfant qui regarde la télé et qui va à l'école, même l'enfant qui n'a pas de télé à la maison, sait ce qui s'est passé hier à la télé. Pendant la récréation, les enfants se retrouvent, les enfants se parlent, les enfants se disent ce qui s'est passé. Et la façon dont l'enfant blanc a parlé à son père, ils se sont partagés ce mot-là. Et l'enfant inconsciemment pense que c'est une bonne façon peut-être d'exprimer, puisque l'enfance est égale aussi à l'apprentissage. Ce langage, ce nouveau langage-là, l'enfant s'approprie et l'enfant commence par en parler autour de lui. Quand l'enfant vient à la maison, papa dit, lui-même peut répliquer, répondre ce qu'il a entendu au dehors facilement, naïvement. Ce n'est même pas peut-être des choses calculées ou bien c'est des choses accumulées, mais quand ça vient, c'est que c'est déjà le débordement. Le parent avait failli à quelque chose quand c'est arrivé, certainement. Si ce parent était un ami à son enfant, ça va être très facile de lui déjà inculquer que telle chose et telle chose ne se disent pas. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça à cause de. Chez moi, je ne dis pas ne fais pas simplement et je m'arrête. Je dois dire pourquoi on ne doit pas faire ça. Et quand l'enfant comprend pourquoi on ne doit pas faire ça ou pourquoi il faut le faire, c'est plus facile à l'enfant de s'adapter. L'enfant pèse le pour et le contre. Et leur psychologie est en développement. La phase qu'on est en train de définir, c'est une phase d'apprentissage. C'est une phase d'exercice également. Et l'enfant est en train de venir à la maturité. Cette maturité-là, c'est de dire, j'ai compris ceci, je dois mettre ça en pratique. Si c'est une bonne chose, l'enfant va mettre ça en pratique. Si c'est une mauvaise chose également, l'enfant va certainement mettre ça en pratique. Et c'est ça qui fait que les parents s'étonnent de voir il y a ci, il y a ça. Alors que le travail doit être déjà fait à l'avance pour que cela se passe bien. Et la bonne façon de pouvoir le faire, c'est d'être ami avec son enfant. Souvent, entre amis, les choses se gèrent. Même quand l'ami envahit trop, il y a une manière de dire, il y a telle chose. C'est dans cette amitié-là que l'enfant peut dire à sa mère pour dire, désormais, je voudrais que cette chose-là, qu'on fasse ça autrement. Avec une façon de le dire où la maman ou bien le père l'a déjà appris à le dire. Donc, et ça dépend aussi de la façon dont les parents aussi s'adressent aux enfants. Par exemple, quand papa veut parler, c'est le langage de colère, le langage de force, de violence que papa connaît, ou c'est la maman,
elle ne peut jamais s'adresser à l'enfant avec amour, avec tendresse, l'enfant va s'inculquer ou bien n'apprendre que ce verbe-là. Il n'apprend pas imitation. Et quand l'enfant va vouloir exprimer sa colère à lui, ça ne va pas être deux choses. Ça va être très sec et violent. Peut-être même plus que les parents parce que l'enfant est en développement. L'enfant est en train d'apprendre et d'exercer également. D'accord. Vicentia, dis-moi, est-ce que les réseaux sociaux t'ont influencé? Les réseaux sociaux, la télévision, etc. Oui, les réseaux sociaux surtout. Bon, comment tu as eu d'abord le téléphone? C'est pas là où on va commencer. Ou bien quand on arrive à l'école, les copines en ont. Comment ça s'est passé? Oui, à l'école, les copines non, mais je ne faisais pas attention à ça. Disons, c'est quand j'ai eu mon bac que j'ai eu mon téléphone. Et déjà, même bien avant ça, il y avait mes camarades qui avaient leur téléphone. Déjà en classe de seconde, première, terminale, ils avaient leur téléphone. Mais voilà, ça ne me disait rien. Je sais qu'après ça, j'aurai mon téléphone. Donc, qu'est-ce que tu as appris sur les réseaux sociaux que tu n'as pas appris à la maison, par exemple? Déjà, toute ma vie, c'était le téléphone après le bac. Je ne sortais plus. J'étais tout le temps enfermée à l'intérieur en train de regarder la vie des autres personnes. En train de regarder la vie des autres personnes. C'est ça. Ah, ok. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu as bien géré au mieux cette transition de ta vie? Je dirais mieux. Parce que c'était pas vraiment... j'ai donné de la peine aux parents et à un moment. Tu leur as donné de la peine? Oui. De quel côté? Qu'est-ce que tu as fait et qui ne t'honore, enfin, que tu peux, je sais pas, je veux pas parler en termes de regret parce que ça reste des expériences, que tu penses que tu aurais pu mieux faire pour moins faire souffrir les parents. Qu'est-ce que tu as en tête là maintenant que tu estimes avoir mal géré, vu que tu dis que tu les as fait souffrir? Quand on me dit ne fais pas et je fais. Que tu fais. D'accord. Si j'avais compris tôt, je n'allais pas faire. Et qu'est-ce qui t'empêchait de comprendre tôt? Moi, je ne savais pas. C'est maintenant je viens de me rendre compte. Hein. Donc, ce qu'ils disaient, c'était réellement vrai. Si je savais, je n'allais pas faire. Si je n'avais pas fait ça, je ne savais pas. Dernièrement, je me rappelle, je dis, elles avaient raison. D'accord. Est-ce que des garçons t'ont dérangé? Est-ce que tu as fait la tête avec des garçons? Est-ce que tu as défié les parents avec des garçons? Oui. Déjà, je jouais à la cachotière. Oh, ils étaient nés avant moi. Ce que j'avais oublié. Donc, quand ça commence, on dit, c'est à cause de telle personne, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Ah, je m'en fous. Hein. Est-ce que c'était réel ou bien c'était juste des insultes pour te ramener à la raison? C'était réel? Oui, c'était réel. Oui, c'était réel. C'est-à-dire, est-ce que tu faisais réellement cela? Parce que les parents ont cet art d'insulter pour rien du tout, alors que tu ne fais même pas la chose, que tu cours derrière un garçon alors que tu devais tout. Est-ce que, en fait, les insultes étaient justifiées? Oui, c'était justifié. Je vais raconter une petite histoire. Oui, c'était un dimanche. J'avais été dès le jour là. Et après m'être aidée, je devrais rencontrer un garçon là, mon petit ami. Ton petit ami? Oui. Ok. Et quand je voulais sortir, j'avais porté une jupe courte. Et il y a une de mes tantes qui m'a dit, reviens à la maison, viens changer cette jupe. Sinon, tu ne sors pas. Je dis, qu'est-ce que j'ai porté? Je ne veux pas sortir avec ce que je porte tout le temps, ce que les autres portent. Elle me dit, si tu ne changes pas ce que tu as porté, tu ne vas plus sortir. Et quand elle a détenu le regard, j'ai fui de la maison, je suis sortie. Avec la jupe quand même? Oui, avec la jupe. Ok. Bon. Et quand j'étais sortie, je disais à mes amis, regarde ce que j'ai porté. Et puis ma tante me dit que tu n'as pas porté ça, là, et sortie. Elle dit, ça va pas. Ouais, en tout cas, moi, j'ai porté que je compte pas enlever. Et tu n'as vraiment pas enlevé? Tu n'as pas tiré? Oui. Et quand je voulais rentrer à la maison, c'était un peu difficile. Heureusement que j'avais gardé un petit foulard là. Et puis... Comment ça? J'ai pas compris cette partie. Je savais que c'était pas bien ce que j'ai porté, que je devrais pas porter. Elle m'a dit, ne porte pas. Je sais qu'au retour, ça va chauffer, on va me dire. Je t'ai dit, ne porte pas, tu as porté. Et tu es partie? Quand je voulais rentrer à la maison, je disais, comment je vais rentrer dans cette maison-là maintenant? Bon, finalement, je suis rentrée à la maison sans problème, sans pétard.
D'accord. On n'apprend pas les expériences, dit-on. Allez, André Alejonou, la question. Et j'avoue, je peux confirmer, elle a géré vraiment au mieux du moment même où, dans sa position, souvent je la taquine en disant, elle a plus de responsabilités même que les tantes Adja, parce qu'elle est l'aînée de toute la lignée de petites filles, de petits-fils même, je peux dire. Du coup, on est beaucoup plus exigeant envers elle qu'envers tout le monde. Et ça lui met beaucoup de pression. Et c'est plus cette pression-là qui est difficile à gérer pour elle. Parce qu'elle a envie de sortir de toutes ces pressions, d'être elle un peu. Mais malheureusement, on veut qu'elle vive pour donner exemple aux autres. Or, ce n'est pas son style. Elle veut vivre elle, tout simplement. Mais on veut qu'elle soit l'exemple des autres. Parce que les autres te regardent, tu es dada, bon, bref. Oui, ça c'est la pression de l'aîné, en fait. C'est la pression de tout aîné. Et c'est plus ça, j'ai envie de dire, son conflit. Mais honnêtement, comme je l'ai dit là, j'en ai connu beaucoup de jeunes. Elle a eu le temps de faire ses expériences. Et ce qui est bien avec ça, c'est que c'est ce qu'on demande aux adolescents. Quand tu t'entêtes et tu fais ton expérience, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que tu t'es trompé ou que tu as appris quelque chose. Donc, on m'a dit de ne pas faire, je l'ai fait. Ce que je cherchais, est-ce que j'ai eu retour? Et si tu es satisfait, alors reviens à la réalité ou continue mais assume tes responsabilités. Et je pense que c'est plus ça. À un moment, elle a fait la démarche de convaincre l'entourage de sa démarche. Parce que quand elle sait que tu ne la comprends pas, elle prend le temps maintenant de t'expliquer pour t'amener à comprendre. Et comme ça, quand tu comprends ce qu'elle veut faire, tu sais comment l'accompagner. Et je pense que ce n'est pas une donnée à tous les jeunes. On n'a pas envie non plus de perdre le temps à expliquer aux adultes qui nous encadrent que bon voilà ce que je veux faire, voilà pourquoi je veux le faire. Ils trouvent que c'est perdre le temps. Et ça, je pense qu'il faut aussi que adolescents, on apprenne, si on veut que les gens nous comprennent, nous appuient, nous accompagnent, à leur expliquer réellement notre position. Il ne faut pas rentrer en conflit pour rentrer en conflit. Je ne vais pas perdre le temps pour lui expliquer. Certains parents aussi disent, je ne vais pas perdre le temps pour lui expliquer, il est assez grand, elle est assez grande, etc. Je pense qu'il faut accepter, perdre le temps pour expliquer et pour qu'on puisse se comprendre. La preuve, entre deux parents, papa et maman, il arrive des moments où il faut qu'on s'assied, qu'on s'explique les positions pour pouvoir s'aligner. Pourquoi ne pas l'expliquer aux enfants? Alors, ce que je dis ou que je voudrais répéter ici, c'est que cette période est une période très difficile pour l'enfant. Vraiment difficile pour l'enfant. Ne voyons pas, c'est vrai que c'est une période, le visible, c'est des conflits, c'est des caprices, si on peut appeler ça caprice. Mais ce sont ces caprices-là qui constituent la réalité quotidienne de l'enfant. Et donc, il faut comprendre sa difficulté à pouvoir se débattre de tout ce conflit-là au quotidien. D'abord, ce qui se passe dans sa tête avant de sortir un comportement, avant de sortir une réaction. Et tout le temps maintenant, si vous devez encore être pour lui une autre source de conflit, ça devient encore davantage difficile. C'est pour dire que il faudrait qu'on apprenne à regarder avec les yeux d'adultes, pas d'adolescents ratés. C'est-à-dire, on est dans le rétroviseur de notre adolescence. Et on est tout le temps dans la comparaison avec notre enfant, avec l'adolescence de notre enfant. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau à l'adolescence. Le seul capitaine, c'est l'enfant. Ne venez pas être capitaine dans son bateau. Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas accepter qu'il soit capitaine dans votre bateau. Ne lui imposez pas d'être le capitaine de son bateau. Et là, vous allez perdre. Parce que c'est son bateau. Il connaît les petites sorties, les portes, les cachettes. Il sait tout ce qu'il y a dedans. Et finalement, quand l'enfant va rentrer dans ce jeu avec vous, c'est les parents qui sont perdants. Je conseillais un enfant, une jeune fille un jour, je lui disais, mais tu rentres dans une guerre de jungle avec ta mère. Et bon, est-ce que finalement, moi je suis conscient que tu sortiras, tu vas avoir, parce qu'elle tient Modicus tout. J'ai dit, mais tu vas avoir gain de cause à la fin, ta mère va lâcher parce qu'elle finira par dire, c'est ta vie, fais-en ce que tu veux. Et bien en ce moment-là,
Je continue, je dis, mais il sera tard. Parce que si elle tient pendant 2 ans, 3 ans, tu as passé l'étape en ce moment-là. Donc, il faudrait que une de vous deux puisse faire appeler l'autre et lui expliquer les choses pour pouvoir faire avancer. Mais elle était dans la logique que on verra qui va gagner. Et c'est un combat, hein, et elle me disait, nous, bon, quoi, quand on a, oui. Ah bon, l'enfant? Oui. Elle avait 15-16 ans. Ah bon? Et sa mère, c'est-à-dire, c'était la... En fait, ça ne passe pas chez moi de la mère qui l'irritait, qui l'énervait, qui faisait que elle voudrait montrer à la mère, c'est chez toi, mais c'est ma vie. Et ce conflit, bon, ça a été difficile, mais on a su gérer plus ou moins parce que ça m'a mis, je ne mens pas, ça m'a mis près de 2 ans et demi pour convaincre la fille à accepter s'asseoir pour céder des parcelles à sa mère et à la mère d'accepter céder des parcelles à l'enfant. C'est-à-dire quoi, nous parents, il arrive des moments où, qu'on le veuille ou non, on voit que ce que l'enfant veut faire, c'est pas ça. Mais on n'a pas le pouvoir d'éviter à l'enfant ou non, de l'empêcher de le faire. Il va forcément le faire. Alors, quand on évalue et qu'on voit que, bon, en sortant avec une robe courte, c'est pas mort d'homme, elle va pas aller mourir. Mais quand elle va aller et qu'à cause de sa robe, elle ne sera pas à l'aise, tel vient la courir, tel vient la courir, tel vient la courir, elle-même, l'éducation que je lui ai donnée, elle ne sera pas à l'aise avec. Quand elle va venir et que, madame l'a dit tout à l'heure, notre complicité qui est installée, on sera en train de bavarder, elle va me dire, ah, la dernière fois là, quand j'avais porté telle robe là, les garçons là n'ont pas cessé de me déranger en classe, il y a même un qui est venu toucher ma cuisse, tout ça. Quand elle va commencer par me raconter ça, je vais profiter pour lui dire, ben, tu vois pourquoi Je te disais de ne pas porter ça. De ne pas porter ça. D'accord. Et je suis sûr que prochainement, elle dira, c'est bon, comme elle ne voulait pas la main de cette main baladeuse, elle ne va plus lui permettre de passer sa main sur. Donc, il y aura forcément des occasions mais il faut savoir permettre à l'enfant de gagner de petits combats dans sa vie. Ne dites pas que tous les combats de sa vie, de son développement, c'est vous qui allez le gagner parce que vous êtes le parent. Il faut lui permettre d'avoir de petites victoires qui vont l'aider à se construire. D'accord. Puis Cynthia, ton petit ami d'antan, il est toujours d'actualité ou bien... C'était une expérience. Ok, d'accord. Donc c'est plus d'actualité. D'accord. Les garçons, ça c'est la phase à gérer. Les garçons, vous interdisez catégoriquement ou bien elle peut envoyer ça à la maison. Il y en a de même pour les filles. Est-ce que le garçon peut en amener à la maison? Comment vous gérez cela? Comment il faut gérer cela? Si les choses se font au dehors, c'est très grave. La plupart du temps, les choses se font au dehors. Ouais. Il faut amener l'enfant à avoir la conscience d'amener ses camarades à la maison, s'asseoir et vous aurez plus l'œil sur eux. C'est plus bénéfique pour le parent où on dit ça ne vient pas ici, ça ne vient pas ici. Tout va se gérer en cachette au dehors et ça va être très compliqué. Il y a beaucoup de parents qui font l'erreur de dire non, personne ne doit rentrer dans ma maison. Et peut-être la fille ou le garçon, les deux vont cheminer jusqu'à la rue et le garçon va prendre le chemin et partir, la fille va rentrer ou c'est vice-versa. Mais si il y avait une confiance établie entre parents et enfants et que ils viennent peut-être s'asseoir à la paillote, s'asseoir au dehors, dans la maison, s'asseoir à la salle d'études pour pouvoir discuter. Il y aura même la peur d'aller à l'attouchement, par exemple. Alors que si les deux se voient quelque part où il n'y a pas l'œil d'une personne adulte, le garçon peut facilement toucher la fille, toucher ses seins par exemple, toucher ou bien lui faire de bisous par exemple. Mais à la maison, pas peur que quelqu'un nous surprenne, cela ne va pas être fait. L'autre chose est que les parents ne peuvent pas être des gendarmes derrière les enfants. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a tous les moyens pour pouvoir faire ce que l'enfant veut faire. Un enfant peut sécher un coup pour aller rapidement voir son petit ami, comme on le dit,
et revenir à l'heure de la fin du cours et rentrer. Le parent ne peut pas s'asseoir au portail de l'école jusqu'à... Donc, même si tu vas mettre à ça, il va le faire il va le temps. faire, oui. Et le tout, c'est une affaire de confiance, comme l'a dit M. Alihon tout à l'heure. C'est une affaire de confiance. Amener l'enfant à être honnête, à être franc, dès bas âge. J'ai reçu une jeune fille la dernière fois qui me disait, je déteste ce garçon. Pourquoi? Parce qu'il est un menteur. Et moi, à la maison, depuis toute petite, on m'a appris à détester le mensonge. Ce qui fait que je ne peux pas collaborer, je ne peux pas continuer à collaborer avec lui. Il est un menteur et moi, je déteste, je hais le mensonge. Je dis, waouh, bravo aux parents. Si un parent arrive à amener l'enfant à l'honnêteté, à la franchise, c'est la meilleure des choses. Et l'enfant qui apprend la franchise va tout de suite comprendre le pour et le contre. En fait, c'est une maturité psychologique que l'enfant acquiert en s'extériorisant, en disant les choses telles que les choses se présentent. Sans être impoli. Sans être impoli, avec calme, avec respect. Confiance en soi. Avec confiance en soi. Un enfant qui ne calcule pas qu'est-ce que le papa va dire si je dis ceci. Non, je viens, papa, est-ce que... J'ai l'expérience d'une de mes filles qui me dit, maman, je peux te poser une question? Je dis, oui, vas-y. Et elle parle, elle pose la question sous forme d'une question. Et c'est à moi d'analyser pour dire, c'est toi-même, c'est ça, non? Elle dit, bon, réponds-moi d'abord. Et quand je réponds maintenant, je peux être en train de répondre pendant 30 minutes la seule question. Juste pour qu'elle puisse comprendre tous les contours de la question qu'elle a posée. Et maintenant, elle peut dire, ah ok, j'ai compris. C'est toi? Oui. Et là, on se comprend et c'est clair. Parce que un parent, quand l'enfant est venu de l'école, et déjà à l'âge de 9 ans, 10 ans, et qui pose la question, maman, qu'est-ce qu'on appelle cesse? Et là, la maman prend peur. Et c'est la débandade. Elle disparaît, elle commence par tourner autour du pot, ou bien elle esquive carrément la question. Non, prenons le temps d'expliquer de bout en bout à l'enfant. L'enfant va comprendre. Souvent, on sous-estime la capacité intellectuelle de nos enfants. Et c'est ça l'erreur grave. On dit, bon, l'enfant ne peut pas gérer. L'enfant peut mieux même gérer si on conscientise l'enfant. Donc, dire à l'enfant, n'amenez pas à la maison, ça crée beaucoup de dégâts. Et pour rigoler même avec certains parents, je leur dis, quand vous allez continuer comme ça, à un âge donné, vous allez commencer par vendre glace à la maison. Et souvent, c'est ce qui se passe quand vous dites, n'amenez pas, que personne n'entre chez moi. Après, c'est pour dire, il y a en vente de la glace pour que les gens puissent venir chercher vos filles à la maison. C'est compliqué. Donc, il faudrait que le parent ou bien les parents accompagnent les enfants à chaque étape de leur vie. Et que, comme M. Alihon l'a dit, que le parent ne voit pas ses erreurs passées dans la vie de ses enfants. Ou pas peur que mon enfant va répéter mon erreur antérieure, il ne faudrait pas que je puisse laisser l'enfant à ceci, à cela. Non, chaque génération avec ses réalités. Et d'abord, l'enfant est confronté déjà à beaucoup de problèmes. Déjà, problèmes psychologiques, problèmes physiques et problèmes de ses pairs. Et les gens, les envahisseurs de dehors, par exemple, les gens de mauvaise foi, les gens de mauvaise vie, qui vont penser que cet enfant-là, c'est un enfant qui a développé et corporellement, développé les seins, développé sa corpulence plus rapidement. Ils vont penser que c'est une grande fille, ceci. Et tous ces envahissements, l'enfant est en train de gérer tout ça au quotidien. Venir gérer encore un parent sous pression, un parent irresponsable, entre guillemets, c'est difficile pour l'enfant. Et je crois que pour parents, il est bon que le parent puisse conscientiser l'enfant, continue de conscientiser l'enfant. Ça va l'aider à pouvoir prendre ses responsabilités, même avec un garçon dans sa classe ou dans son école, sur le chemin. Même, ce n'est pas seulement à l'école, ça se passe dans la rue. Vous envoyez l'enfant acheter quelque chose dans la rue. Quelqu'un va le tirer dans une sombre.
Si l'enfant, vous allez suivre l'enfant pour aller gérer ça. Non, la rue sombre. La mère ou bien le père ne peut pas suivre l'enfant pour aller et lui prendre du crédit la nuit, pour aller lui prendre du pain, pour aller prendre quelque chose dans la rue la nuit. C'est l'enfant seul qui va gérer ça. Préparer l'enfant à faire face à la vie active, c'est la mieux qu'on puisse donner à nos enfants. Oui, Andrea Lerono, la gestion des filles et des garçons. Oui, en fait, je pense que Madame a tout dit dans l'essentiel. Et ce qui est important, c'est de comprendre que peu importe ce que vous allez faire, l'enfant vivra cette période. Non, l'individu vivra cette période. Donc, plus vous allez mettre des actions, j'ai envie de dire, conflictuelles en place, contradictoires, pour ne pas dire de freins à son développement, plus tard, il va le vivre. En dehors des manifestations pathologiques, on verra certains, entre guillemets, adultes, personnes responsables, je vais dire, autorités dans un service ou dans un ministère ou dans son entreprise, mais qui a un comportement d'adolescent, fille comme garçon. La plupart du temps, c'est surtout des hommes. Vous voyez le monsieur, et quand vous le voyez, il a enfant, femme à la maison, mais un enfant. Dehors là, c'est un enfant. Et dans son comportement, c'est vraiment un enfant. Ne vous étonnez pas. Si ce n'est pas pathologique, s'il n'y a pas un truc pathologique, c'est que soit dans son adolescence, on ne lui a pas laissé le temps de vraiment vivre. Peut-être on dit souvent, quand vous aviez occupé votre enfant ou vous l'aviez formaté sur un mode intellectuel, genre c'est le génie, c'est le génie, c'est le génie, et il n'a aucune intelligence sociale, parce qu'il y a l'intelligence, j'ai envie de dire mathématique, bon, comment dire, on a compris la logique. Mais il y a aussi l'intelligence sociale, le savoir-vivre en société. Et quand vous apprenez à vos enfants à pouvoir jumeler les deux, à savoir faire le mélange parfait des deux, ils sont beaucoup plus matures et vite. Et comme ça, vous avancez. Donc, autant vous allez voir une maman, femme au foyer, d'accord, mais dès que monsieur est parti au boulot, que les enfants sont à l'école, c'est là maintenant, elle veut courir partout, elle veut aller voir si, elle veut faire ci, elle veut avoir des camarades, elle veut faire tel jour. Tout ce qui est à l'amour, c'est elle. Le soir, il faut qu'elle aille dans une boîte, etc. Vous allez voir que sa jeunesse, là, ça a été plus ou moins privé de beaucoup de choses et elle pense pouvoir rattraper. Forcément, ça revient en fait. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir laisser les enfants vraiment vivre. Mais quand je dis vivre, c'est pas, on l'a dit insuffisamment, je pense qu'on n'a pas cessé de le dire, c'est pas à l'adolescence là que vous allez apprendre à l'enfant à être honnête, à être sérieux, à pouvoir, et mieux encore, quand l'enfant vous revient avec des questions, s'il nous plaît, ne rejetons pas ces questions. Ne trouvons pas qu'on n'a pas le temps de ça maintenant, où tu as encore trouvé cette question, et c'est quoi cette question? Moi, mes jeunes le savent. Quand un jeune m'appelle tout de suite pour dire, bon, souvent on dit tonton André, je veux te voir pour là, c'est séance tenante, c'est toute activité cessante. Parce que j'ai dit, le temps de réflexion qu'il a pris, tout ce qu'il a élaboré, pour voir qu'il faut que je dise ça à telle personne, pour moi attendre demain, ça va être trop tard. Et si je suis vraiment pris, j'appelle tout de suite l'enfant et je dis, est-ce que ça te dérange qu'on se voit demain, qu'on se voit dans 2 jours, ou quand est-ce que c'est urgent pour toi? Et ils le savent, c'est vraiment, il faut quand même que je l'aide, que je l'écoute, qu'il évacue. On peut ne pas programmer le processus tout de suite, mais il faut qu'il puisse me dire, il puisse sortir ça le jour le besoin est venu. Sinon, si vous le laissez qu'il change d'avis, vous ne saurez plus jamais. Vous ne saurez plus jamais. Quand vous allez revenir, c'est autre chose qu'il vous dira, mais pas ce qu'il voulait le temps là. Donc, il faut se rendre disponible tout simplement pour les écouter. Et tout ce qu'ils demandent, ce n'est que ça. Sentir qu'ils peuvent vous faire confiance. Ils peuvent compter sur nous quand même ils seront en erreur. Vicente l'a dit tout à l'heure. Je me suis entêté, je suis sorti. Mais elle n'a pas dit, je ne veux plus revenir à la maison. Donc, il faudrait que l'enfant puisse avoir cette réserve de confiance. Quel que soit ce que je ferai, quel que soit ce qui va arriver, je peux compter sur mes parents. Ils vont me protéger et je serai en sécurité. Et je peux compter sur eux. Ils vont m'aider à ne plus retomber. Mais ils ne vont pas m'abandonner. Et malheureusement, quand on leur donne l'impression que si tu oses
Si tu défies mon autorité, c'est fini. Et quand c'est comme ça, il va prendre la décision parce qu'en ce moment-là, sa pulsion est beaucoup plus forte. Et cette pulsion, ne lui demandez pas de faire l'impossible, de faire la magie pour chaque fois gérer, pour vous satisfaire. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure. Laissez-lui de petites victoires pour qu'il puisse se constituer et vous faire davantage confiance. Merci André Alirono. Chaque enfant est différent, donc on gère selon ce que l'enfant est, ce qu'il présente. Merci à Vicencia Bakpevi que nous avons appelé sur ce plateau pour être le témoin, quelque peu raconter un peu ce qui se passe dans la tête des adolescents puisqu'elle vient juste de sortir de cette phase. Elle est aujourd'hui une adulte en 3e année de sciences juridiques, mesdames et messieurs. Et bien voilà, merci de nous avoir suivis. Moi je vais vous retrouver demain avec le même plaisir. Passez une très belle journée.